Bonjour et bienvenue dans Carrière Anthropologique, le podcast qui présente les débouchés professionnels des études en anthropologie. Je m'appelle Aurore Simons et depuis août 2023, je suis diplômée d'un master en anthropologie sociale et culturelle à l'UCL. Ensuite, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes qui ont terminé leur master en anthropologie pour retracer leur parcours professionnel, les difficultés qu'ils et elles ont rencontrées et les conseils qu'ils et elles donneraient aux futurs diplômés. Ce podcast vise à montrer qu'il n'y a pas que le doctorat et la recherche universitaire qui débauchent en anthropologie, mais que les anthropologues ont leur place dans tous les domaines du marché de l'emploi et surtout qu'il est possible de se réaliser dans 1000 projets professionnels avec un master en anthropologie. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Lison qui a terminé son master en anthropo en 2019 à l'Université de Liège et qui travaille aujourd'hui depuis 3 ans chez les jeunes FGTB. Encore merci à elle pour sa confiance et bonne écoute à vous. Bonjour Lison, bienvenue sur ce podcast et merci d'avoir accepté de me recevoir. Tu seras la toute première interview, donc j'en suis extrêmement heureuse. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter avec ton âge et l'année où tu as terminé ton master en anthropologie et après tous les éléments que tu désires partager. Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Lison et j'ai 27 ans. J'ai terminé mon master en anthropologie en 2019, donc en août j'ai rendu mon mémoire. Et actuellement je travaille aux jeunes FGTB, mais j'en parlerai plus longuement dans la suite je pense. Oui, et donc sur quoi est-ce que tu as déjà fait ton master aussi, ton mémoire, parce que c'est toujours très intéressant de savoir les terrains ethnographiques et tout. J'ai fait mon mémoire en anthropologie du religieux et plus spécifiquement sur la Santeria, qui est une religion afro-cubaine. Donc j'ai fait un terrain de 2-3 mois à La Havane, parce que c'est là où la Santeria est la plus pratiquée. Ok, ouais. Et c'est un mouvement religieux qui est en expansion à La Havane et à Cuba. Donc c'était là-dessus que je me suis penchée. Ok, trop bien, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir l'anthropologie ? Comment est-ce que tu te dis, tiens, je vais faire un bachelier et un master après en anthropologie ? C'était pas prévu à la base, donc quand je suis sortie de Réto, je savais pas du tout quelles études j'allais commencer. J'hésitais entre psycho, droit, sciences humaines, sciences sociales, parce que tout ce qui était social, politique m'intéressait. Puis j'ai commencé donc les sciences humaines, sciences sociales et j'ai eu les premiers cours d'anthropologie dès la première et ces cours-là m'ont spécialement plu, donc je me suis dirigée vers le socio-anthropo et en master, en fait j'ai commencé d'abord un master en coopération internationale, population et développement et puis après un mois je me suis dit que ça m'intéressait moins que ce que je pensais. Et donc je suis revenue vers l'anthropologie et j'ai terminé mon master en anthropo. Ok. Et je crois que, je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu as fait ton master à Liège, à l'université de Liège. Je l'ai pas dit, oui, ok. Et donc qu'est-ce qui te plaisait plus du coup dans le master en anthropo que dans le master en développement ? J'avais l'impression que c'était plus concret. C'est du terrain qualitatif où on rencontre vraiment pas mal de personnes, on essaie de s'immerger sur le terrain, etc. C'est cette partie-là qui m'intéressait le plus. Et quand tu as commencé tes études ou ton master, est-ce que tu avais déjà un projet professionnel ou une idée professionnelle derrière, où tu t'es vraiment dit j'aime ça, je fais ça et on verra après ? Oui, non, j'avais aucun projet professionnel qui était prévu. Donc j'ai vu au fur et à mesure de mon bachelier puis de mon master vers où ça me guidait. Et après ton master, est-ce que tu as fait une formation, un deuxième master, ou est-ce que tu as vraiment que ça comme formation ? Enfin, que ça. Non, je me suis arrêtée là. J'ai hésité après mon master à peut-être faire un doctorat, mais après mon mémoire, j'ai pas eu le courage de me relancer dans la recherche et l'écriture, donc j'ai commencé à chercher du travail à la fin de mon master. Et est-ce que tu connaissais déjà d'autres personnes qui avaient fait des études en anthropologie et qui s'étaient lancées dans le monde du travail, ou tu étais vraiment un peu
Oui, je connaissais quelques personnes et donc c'est vers elles que je me suis tournée pour demander des conseils après les études. Ah, trop bien, trop bien. Et donc on va peut-être passer à la partie où tu as été diplômée, donc qu'est-ce que tu fais après avec ce diplôme? Donc oui, comment est-ce que tu as appréhendé le marché de l'emploi une fois que tu as été diplômée et comment est-ce que tu t'es sentie durant cette période aussi? Après mon diplôme, j'ai d'abord pris quelques mois de vacances. Oui, évidemment. Je pense qu'après 2 mois de vacances, entre guillemets, ou 3, je sais plus, j'ai commencé à chercher du travail, même peut-être un peu plus tôt. Je cherchais du travail, mais je ne fermais pas les portes non plus pour un stage, juste pour me faire de l'expérience, pour rencontrer des personnes dans le milieu professionnel, etc. Et je cherchais vraiment dans un... Voilà, c'était très vaste, c'était pas du tout précis. Mais j'ai commencé sur Liège et puis j'ai cherché à Bruxelles aussi parce qu'il y avait plus d'offres. Et j'ai trouvé un stage au CNCD 11-11-11. Donc c'est une coupole qui reprend pas mal d'ONG. Et là, c'était un stage de 3 mois en récolte de fonds. Ok. Donc, c'était pas un stage rémunéré? Non. Oui. Et récolte de fonds, tu faisais quoi exactement pendant ces 3 mois? En fait, j'ai commencé début mars 2020, je pense. Donc j'ai été une grosse semaine sur place à Bruxelles à faire les allers-retours. Et puis en fait, c'était le Covid dès mars, donc j'ai fait ça en télétravail. Donc pour le premier stage, c'était pas incroyable. Mais l'objectif, c'était de récolter de l'argent de différentes manières. Donc il y a l'opération 11-11-11 où le CNCD vend des calendriers, des livres de cuisine, etc. Et là, c'était juste avant Pâques, et donc on proposait à des entreprises, etc., qu'ils achètent des œufs en chocolat ou des biscuits, etc., pour leurs employés. Et donc je coordonnais un peu ça, je téléphonais aux entreprises, je faisais les liens avec le CNCD. C'était des entreprises qui, chaque année, en fait, s'engageaient pour le CNCD à acheter autant de produits. Et attends, je vais revenir un peu en arrière, mais quand tu as été diplômée et que tu as commencé à postuler, pour quel poste est-ce que tu postulais au départ? Si tu as quelques exemples comme ça après. En fait, je regardais vraiment, c'était plus dans l'associatif. Je regardais les associations qui m'intéressaient au niveau de mes intérêts, de mes valeurs. Et c'était des postes de chargé de projet, des postes aussi animatrice. Et j'ai regardé aussi un petit peu tout ce qui était recherche, mais sans jamais me lancer dans... J'ai jamais postulé pour de la recherche ou un doctorat, donc plus dans des assos en tout genre. Ouais. Et qu'est-ce que cette formation, ce stage, t'a du coup apporté? Est-ce que tu penses que ça t'a un peu, peut-être plus familiarisé avec le monde de l'entreprise ou quoi Oui, mais très rapidement, vu que j'ai été sur place qu'une semaine. Donc j'ai un peu vu comment ça fonctionnait, les horaires de travail, la dynamique au travail, etc. Puis ça s'est vite transformé en télétravail. Et après 1 mois et demi, du coup, j'ai arrêté le stage parce que ça n'avait plus beaucoup de sens de travailler de chez moi bénévolement. Et ça s'est un peu transformé en call center. Donc voilà, c'était pas ce que je recherchais. Ok, ouais. Et donc, après ce mois et demi de stage, tu t'es relancée dans la recherche d'emploi, c'est ça? Oui. J'ai jamais vraiment arrêté. En fait, normalement, le stage, c'était 5 jours sur 7. Et j'ai demandé de faire un 4/5e pour me laisser le vendredi chercher du travail plus tranquillement. Et après ça, j'étais en coloc à ce moment-là, donc il fallait que je paye le loyer. Donc un stage non rémunéré, c'était pas le mieux. Donc j'ai continué à chercher du travail et j'ai commencé à travailler pour le call center Covid à cette époque-là. Et donc ça t'a fait un petit job rémunéré en attendant que tu trouves un truc qui te parlait peut-être plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était, ils embauchaient pas mal de personnes à ce moment-là. J'étais près de Anse que j'étais. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois.
c'était une période où il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce call center. Donc c'était plutôt tranquille et je pouvais continuer aussi mes recherches d'emploi en même temps. Ok, ouais. Et donc, quand tu envoyais tes CV, tes lettres de motivation et tout, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a recontacté? Est-ce que tu as eu des entretiens d'embauche? Comment se sont passés ces entretiens d'embauche? Enfin, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de questions. Alors, j'ai commencé à postuler et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure que je modifiais et j'améliorais à chaque fois mes lettres de motivation, mon CV. Et je pense qu'après, je sais pas, 4 mois, j'avais vraiment ma lettre de motivation où j'étais contente et je remodifiais un petit peu à chaque fois par rapport à l'endroit auquel je postulais. Mais non, j'avais pas beaucoup de réponses. Donc c'est un petit peu déprimant parce que tu envoies sur une semaine, je sais pas, j'ai envoyé 20 lettres de motivation et j'avais une réponse peut-être. Donc voilà, tu le fais à la chaîne. Ouais. Et c'était une réponse négative ou positive ou Au début, non, j'avais beaucoup de réponses négatives. Et puis à un moment, j'ai commencé à avoir des réponses positives et des entretiens. J'ai passé, je crois, 3 entretiens en tout. Ok. Ouais. Avant de trouver ton job ici à la FGTB Jeunes, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Pour les jeunes FGTB, c'était le 3e, je pense. Ok, ouais. Et comment est-ce que tu as un peu essayé d'interpréter les refus ou bien le manque de réponse à tes candidatures? Est-ce que tu as demandé aux entreprises ou aux endroits où tu postulais pourquoi est-ce que vous me refusez? Pourquoi est-ce que je ne suis pas prise? Ou bien est-ce que tu t'es dit, mais tiens... alors il y a une fois où on m'avait répondu positivement, j'ai dû faire un examen écrit, donc rendre tout un rapport avant de passer l'entretien oral. Là j'ai rendu l'examen écrit puis j'ai jamais eu de réponse. Donc là, vu que j'avais quand même fait tout ce travail de rendre l'examen écrit, je suis revenue vers eux en demandant une réponse et en demandant aussi pourquoi est-ce que ça avait été refusé. Mais j'ai jamais eu de réponse. Ok, ouais. Et sinon... J'ai fait un entretien oral chez Oxfam où là ils cherchaient clairement quelqu'un avec plus d'expérience et moi j'avais pas du tout d'expérience. Et un autre entretien où ça s'est joué aussi, là ça s'est vraiment joué à peu de choses. Mais ils ont trouvé quelqu'un avec plus d'expérience et puis quelques mois après ils m'ont recontacté pour demander si ça m'intéressait de venir travailler, que finalement ils étaient intéressés. Mais j'avais trouvé un autre travail entre-temps, qui est mon travail actuel. Ok, ouais. Parce que vu que moi-même je suis un peu dans cette période où je candidate pas mal et tout, et où j'ai beaucoup de non-réponses ou de refus, je sais pas, je me dis mais peut-être que mon diplôme en anthropologie est un peu trop inconnu et que donc les personnes qui essayent qui reçoivent mon CV ou quoi se disent mais tiens, ils n'arrivent pas trop à cerner mon diplôme et que du coup ça leur prendrait peut-être trop de temps de se dire bref, et je sais pas, tu vois, donc je sais pas si toi tu t'es peut-être fait des petites théories comme ça ou quoi, mais moi j'avais l'impression que c'était vraiment plus le manque d'expérience. Ils attendent quelqu'un qui a déjà travaillé, qui peut prouver qu'il a les compétences pour telle ou telle chose, et donc c'est compliqué quand on sort des études de prouver qu'on a des compétences vu qu'on n'a pas encore travaillé. Et au niveau du diplôme, je suis pas sûre que ça ait été un frein. C'est juste le fait en fait de commencer à travailler, c'est compliqué vu qu'on n'a pas d'expérience et que les employeurs se basent beaucoup là-dessus. J'ai l'impression. Ouais, mais c'est vrai que c'est dingue le nombre d'offres d'emploi qui demandent 2 à 5 ans d'expérience assez systématiquement, quoi. Et, c'est hyper compliqué de les avoir quand tu sors des études, quoi. Mais est-ce que tu as eu des questions particulières qu'on t'a posées que tu sens qu'on n'aurait pas posées à quelqu'un qui n'a pas fait de master en anthropologie, par exemple? Non, pas spécialement. J'ai pas l'impression qu'ils se basaient fort sur les études que j'avais faites. C'était à chaque fois basé plus sur l'expérience, même en dehors du monde professionnel. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait par exemple dans l'animation? Est-ce que j'ai déjà fait une formation qui pourrait faire que j'ai telle ou telle compétence en animation? Mais sur l'anthropologie, pas spécialement. Ok, ouais.
Oui, je crois qu'on peut passer à du coup ton job actuel. Donc, comment est-ce que tu l'as eu? Comment est-ce que tu l'as comment est-ce que tu as trouvé que l'offre d'emploi, quoi, que le poste était ouvert? Et ouais, comment est-ce que tu as commencé ici, quoi? Pour l'offre d'emploi, donc j'ai vu simplement sur les sites sur lesquels je cherchais. J'ai postulé. Puis j'ai été reprise pour un examen écrit qui a été réussi entre guillemets, et on était 4 à passer l'entretien oral, donc j'ai passé l'entretien oral et ça s'est bien passé. Ça c'était bref, je pense que c'était en juillet et 2020. Ouais. Ok. En juin ou en juillet, puis j'ai commencé en août à travailler là-bas. Okay. En fait, leur examen à chaque fois l'entretien oral a été reporté à chaque fois vu que c'était pendant les confinements. Et dès qu'ils ont pu faire l'entretien oral, je l'ai passé et j'ai commencé mi-août au Jeunes FGTB. Et donc les Jeunes FGTB font partie de la FGTB, donc un syndicat. Et en fait, on conseille les jeunes, donc les étudiants, les étudiantes, les apprentis, les stagiaires et les jeunes demandeurs et demandeuses d'emploi. Que ça soit un étudiant qui a un problème avec son job étudiant, on lui explique ses droits et ses devoirs en tant que jobiste, on le défend si par exemple il n'est pas payé. Par exemple, ça arrive souvent qu'un étudiant n'est pas payé, donc on appelle l'employeur, on essaie de régler la situation, on envoie des courriers, et il y a aussi un service juridique qui est dispo si on doit aller jusqu'au tribunal du travail pour défendre le jeune. Okay, ouais. Donc c'est des situations comme ça. On fait aussi des campagnes politiques pour défendre les jeunes sur du plus long terme. Donc là on a une campagne sur la rémunération des stages. Notre objectif c'est que les stagiaires soient rémunérés. Donc voilà, c'est différentes campagnes pour défendre le droit des jeunes. Il y a tout le service, donc répondre aux questions. Et on fait aussi des actions militantes, des comités jeunes, des réunions avec les jeunes, de manière ponctuelle. Voilà. Ouais, c'est varié. Oui, c'est varié, assez chargé aussi, il y a plein de trucs, quoi, donc c'est trop bien. Et donc, ton quotidien, pour l'instant, c'est... tu fais un peu de tout ça ou tu t'occupes plus d'une partie de l'organisation? Non, en fait, pour Liège, Warem, je suis la seule permanente jeune. Ok. Donc, je fais de tout. Donc, il y a une partie où c'est répondre aux questions des jeunes par mail, par téléphone, ou bien ils viennent au bureau et on voit la situation pour la régler. Et puis, en fait, c'est en fonction de l'actualité. Donc dès qu'il y a une manif syndicale ou manif pour le climat ou autre, on y participe, on mobilise les jeunes, on fait des réunions préalables pour discuter du sujet. Donc on est aussi, en fait il y a des périodes très chargées où on doit être sur le terrain. Et on a mis en place aussi il y a 6 ans, c'est ma collègue du coup qui a mis en place un quota projet ici à Liège. Qui s'appelle le Friscott. Oui. Et donc c'est 8 étudiants et étudiantes qui vivent ensemble, et au rez-de-chaussée de leur cote ils ont mis en place un frigo, et donc c'est un frigo solidaire, donc tout le monde peut venir apporter de la nourriture ou en rechercher gratuitement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc il y a aussi cette gestion de projet qui fait partie des fonctions que j'ai, et l'objectif en fait c'est que les jeunes amènent des alternatives, qui militent, voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce qu'il t'a fallu des connaissances, des compétences juridiques aussi, du coup, pour ce travail ou est-ce que tu as été un peu formée avant? Parce que, à moins que tu aies eu certains cours plutôt juridiques durant tes études. Alors oui, pendant les études, j'ai eu droit public, droit privé, mais ça c'est pas spécialement ce qui m'a aidée, mais on a eu un cours de droit social qui se rapproche du coup du travail juridique de première ligne que je fais. Après, c'était beaucoup de formation sur le tas, sur le terrain. Donc ma collègue que j'ai remplacée est restée 1 mois pour me former dès que j'avais des questions, etc. J'ai des brochures juridiques qui m'aident pour tout ce qui est droit des apprentis, des stagiaires, des jobistes étudiants,
les démarches à faire après les études pour les jeunes demandeurs et demandeuses d'emploi, qu'est-ce que c'est le forum, qu'est-ce que c'est l'ONEM, le stage d'insertion, tout ça j'ai dû apprendre sur le tas. En fait, dès que j'avais une question, je me renseignais, je prenais des notes, je classais tout, et comme ça, dès que... En fait, à partir d'un moment, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, même si la législation change. Et puis après, j'ai une équipe jeune, des permanents jeunes, il y en a dans toute la Wallonie. Et donc, je pouvais aussi les contacter pour qu'ils m'aident pour répondre à telle ou telle question, tel ou tel problème des jeunes. Ok, ouais. Et maintenant, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu dois faire pour ton travail ? Il y a plusieurs choses. J'ai une équipe avec qui je m'entends très très bien et c'est super important pour moi. On est tous présents l'un pour l'autre, que ça soit à Liège ou en dehors de Liège, donc tous les permanents au niveau Wallonie-Bruxelles. On se voit toutes les 2 semaines pour s'épauler si on a des questions qu'on n'arrive pas à régler. C'est important pour moi d'avoir un travail où les tâches ne sont pas répétitives, donc il y a vraiment un travail de terrain, un travail au bureau, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis sentir aussi qu'on est utile pour aider les jeunes, pour les accompagner, essayer de leur amener aussi des réflexions au niveau politique et idéologique. Voilà, par exemple, est-ce que c'est normal qu'un étudiant doive travailler autant pour payer le logement, pour payer le minerval, etc., que les heures étudiants augmentent pour les jobistes étudiants. Essayer aussi de questionner tout ça avec les jeunes, c'est super chouette. Ouais. Et est-ce que c'était important pour toi d'avoir un job qui défende aussi fortement certaines valeurs ou quoi Oui, je pense que c'est ça qui a guidé ma recherche d'emploi. En fait. Je regardais tout ce qui m'intéressait et tout ce qui... J'aurais pas pu travailler dans une entreprise ou une société qui ne correspondait pas à mes valeurs. Ouais. Okay, ouais. C'était un des premiers critères. Et vu que ça fait 3 ans maintenant que tu travailles ici, est-ce que ton job a évolué avec le temps ? Est-ce que il y a des choses que tu faisais au début que tu ne fais plus maintenant ? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises Grosso modo, c'est toujours le même travail, mais vu que l'actualité politique change tout le temps, on fait des campagnes sur différentes thématiques, on fait des actions sur différentes thématiques, on organise aussi des événements, ça s'appelle l'école syndicale, donc des activités culturelles, des camps jeunes, des week-ends jeunes, etc. Donc voilà, ça change tout le temps, mais le gros du travail est le même, mais sans être vraiment le même. Donc une année n'est jamais la même que l'autre. Là par exemple on est dans une année d'élection politique, donc on va force travailler là-dessus, lutter contre l'extrême droite, etc. Donc en fait chaque année est quand même fort différente, mais les objectifs sont les mêmes. Ok, ouais, trop bien, trop bien. Oui, pour toi, qu'est-ce que ton regard anthropologique ou ta formation, ton master, apporte à ton travail ? Comme je l'ai dit avant, il y a le cours de droit social qui m'a aidé concrètement. Et puis, ça m'a appris à prendre de la distance. Quand on est sur le terrain, on est obligé d'avoir quand même une certaine distance avec les personnes sur le terrain, etc. Et au travail, vu que je suis en contact aussi avec les jeunes, ça m'aide à prendre de la distance, ne pas avoir de jugement. Je pense que ça, c'est important dans le cadre de mon travail. Et puis, on a eu aussi toute une partie des cours sur les mouvements sociaux, l'histoire politique belge, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qui reviennent souvent dans mon travail. Oui, ok, ouais, trop bien, trop bien. Oui, aussi, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais à tes études, à ta formation, à ton master ? Ou est-ce que tu as été globalement satisfaite Voilà, je sais pas. Globalement, j'étais satisfaite.
voilà, si on pouvait changer quelque chose, j'ai l'impression qu'en master, on a souvent en fait 2-3 profs qui reviennent à chaque, pour différents cours. Et donc, les points de vue sont un peu restreints, on va dire. Donc, si on pouvait avoir plus de professeurs différents, ce serait pas mal. Et ah oui, mais ça, c'est pas seulement en anthropo, c'est vraiment je pense dans tous les cursus. On n'est pas du tout préparé, je pense, au monde du travail. Donc voilà, on est accompagné très fort en secondaire, un petit peu à l'UNIF, mais moins. Et puis après, à l'UNIF, ça débrouille-toi, cherche du travail et fais ce que tu peux. Mais donc pour moi, il faudrait dès les secondaires et puis à l'UNIF avoir des cours qui préparent à la recherche d'emploi, comment ça se passe après l'enseignement supérieur. Ok, ben voilà, qu'est-ce que c'est le forum, qu'est-ce que c'est l'ONEM, quelles sont ces institutions, comment est-ce qu'on peut se débrouiller. Enfin voilà, je pense qu'il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Et sinon, l'anthropologie. Pour moi, il y avait juste un problème au niveau de master en anthropo, c'est que c'était compliqué de réaliser un stage et un mémoire. Dans mes souvenirs. Donc un stage plutôt professionnel et le travail de terrain pour le mémoire, c'est ça? Oui. Dans mes souvenirs, c'était compliqué parce que si on faisait son stage, on ratait des cours. Puis, donc moi, j'avais jamais pu faire de stage dans un milieu professionnel pendant mes études. Et donc, je pense que ça manque aussi pas mal dans les études d'anthropo. Ouais, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est typique au master en anthropologie. Parce que je ne sais pas si des personnes qui ont fait par exemple un master en sciences économiques, eux, ils ont généralement un stage aussi durant leurs études. Du coup, il y a déjà ce pied dans le monde du professionnel. Mais oui, en tout cas, le master en anthropologie à Louvain-la-Neuve que j'ai fait, c'est un master à finalité approfondie, quoi, donc qui te prépare à la recherche et au doctorat, ce qui est quand même très différent de travailler dans une organisation, une entreprise ou quoi. Donc, Et à la base, en fait, je voulais faire un master en anthropologie à finalité didactique pour pouvoir donner des cours en secondaire ou autre. Et le master a été annulé l'année où je rentre en master. Donc il n'y avait plus que le master à finalité approfondie. Donc ça, j'ai quand même regretté aussi. Et oui, quelles compétences est-ce que tu conseillerais de mettre en avant en entretien d'embauche ou sur une lettre de motivation pour des personnes qui ont fait des études en anthropologie? Quels sont nos points forts au final, sur le marché de l'emploi, selon toi? Le regard critique qu'on peut avoir, on peut amener là où on travaille, dans l'association, l'entreprise où on travaille. Je pense que ça peut être super important et intéressant pour l'équipe qu'on rejoint. Ok, ouais. Mais en soi, oui, même d'un point de vue personnel, quoi. Mais c'est sûr que, au final, même quand tu vois tous les chercheurs en anthropologie, les points de vue sont tellement différents. C'est un truc très typique à l'anthropologie. Je trouve cette diversité de profils et cette diversité de rapports à l'anthropologie aussi. C'est hyper intéressant. Donc, lors de ta recherche d'emploi, tu as regardé sur des sites internet qui publient des offres d'emploi, quoi. Est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes en particulier où une personne qui est diplômée en anthropologie pourrait plus facilement trouver, par exemple? Je pense que j'avais 3 sites sur lesquels je regardais souvent. C'était Alterjob, Guide Social et Acodev. Acodev, c'est plutôt de tout ce qui est coopération, développement, coopération internationale. Dans mes souvenirs, c'était les 3 sites que je regardais le plus. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'épanouir professionnellement? C'est de faire d'avoir plein de nouvelles fonctions, de les découvrir et d'être épaulée par mon équipe pour les réaliser. Et aussi de me challenger parce que avoir un nouveau travail, c'est toujours challengeant. En tout cas, un premier travail, je trouve. Et donc de faire des choses que je n'avais jamais fait avant et de voir les résultats par après, s'ils sont positifs. C'est top, s'ils sont négatifs, on apprend de ses erreurs. Mais donc, avoir une équipe présente,
et faire des activités qui ont du sens. C'est super chouette pour moi, c'est pour ça que je suis toujours, après 3 ans, dans mon premier emploi. Et comment est-ce que tu te verrais évoluer professionnellement maintenant ? Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas trop. Oui, pour le moment, en fait, je fais vraiment jour le jour. Tant que ça me plaît, je reste. Et j'ai pas trop d'attentes pour l'avenir. Je suis pas stressée ni préoccupée par ça, donc je vois vraiment jour le jour. Ok, bah, trop bien, trop bien. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui hésite à se lancer dans le master en anthropologie ? De réfléchir à ses freins. Est-ce que ça l'intéresse, mais elle se demande si c'est compliqué de trouver du travail, les débouchés, etc. Ou si c'est autre chose. Si c'est vraiment une question de débouchés, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si l'anthropologie l'intéresse, il faut que la personne fonce. Et en fait, l'anthropologie, ça ouvre plein de portes. Il n'y a rien qui est fermé après. Donc au niveau des débouchés, je ne pense pas que ça doit être un frein. Après, si c'est d'autres questions, ça la personne de voir. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que souvent, quand il y avait une hésitation au niveau du master, si c'était par exemple socio ou anthropo, il y avait vite cette question des débouchés qui venaient. Et donc, il n'y a pas forcément de réponse unique ou précise, quoi. Donc, c'est aussi un peu la raison de ce podcast, tu vois, c'est de pouvoir, rassurer plein de monde, tu vois, au niveau du master et ouais. Donc, je me réjouis du coup d'entendre toutes les personnes. Oui, moi aussi. Oui, et quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui vient de terminer son master en anthropologie et qui veut commencer à travailler ? De ne pas se décourager, parce que la recherche d'emploi, je pense, pour beaucoup de nombreux masters, c'est compliqué. Le marché du travail, il est un peu bouché pour le moment, donc il ne faut pas se remettre en question soi, il n'y a pas du travail pour tout le monde. De contacter les personnes qui, si c'est en anthropo, qui vont terminer anthropo, voir comment est-ce qu'ils ont postulé, sur quel site, même demander des lettres de motivation. Je trouve que c'est super important de demander des conseils aux personnes qui sont passées par là. Et de ne pas se fermer de porte directement. Voilà. Et ce serait quoi pour toi, se fermer des portes ? Ce serait chercher un job trop précis ? Ce serait... en fait, oui, non, si quelqu'un a vraiment une idée en tête précise, il faut que la personne se donne à fond les moyens pour le faire. Mais effectivement, il y a pas mal, on sait, d'offres d'emploi à Bruxelles, etc. Dans des super chouettes assos. Donc essayer de voir aussi ce qui se passe en dehors de Liège, si la personne est liégeoise. Après aussi, peut-être ce que toi, tu aurais aimé savoir quand tu as obtenu ton master, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a aussi, quand on termine ses études, on s'inscrit normalement au Forum. Et en fait, le Forum propose aussi pas mal de formations. Et en recherchant du travail, moi j'ai fait une formation en néerlandais. Donc c'était une formation de 3 mois intensive en néerlandais. Et on est le Forum rémunère, après c'est genre 2 € brut de l'heure, donc c'est pas grand chose. Mais ça permet. C'est déjà ça, ouais. Moi j'avais besoin d'être occupée en fait, donc je pense que c'était un peu compliqué la période de recherche d'emploi parce que on fait que rechercher du travail, on est un peu livré à nous-mêmes. Moi j'avais moins d'activités. Donc de faire cette formation-là, ça m'a permis de me remettre dans un rythme. Il fallait se lever le matin, aller 3 fois ou 4 fois par semaine au cours de néerlandais, etc. Ça m'a permis aussi d'apprendre le néerlandais, d'avoir un tout petit peu de rémunération. Et il y a aussi, moi c'est parce que les langues m'intéressaient, mais il y a plein d'autres formations, il y avait aussi la possibilité de partir à l'étranger, que ça soit aux Pays-Bas, je pense en Angleterre, en Irlande, à Malte, donc ça c'est pour apprendre l'anglais, et en Allemagne. Et donc je devais partir aussi
3 semaines à Malte pour avoir des cours intensifs d'anglais. C'était 5 jours semaine, et donc le Forum donne une bourse pour partir à l'étranger, apprendre pendant 3 semaines l'anglais. Donc c'est aussi je pense que c'est des propositions que le Forum, des formations que le Forum propose qui sont un peu méconnues. Et finalement je ne suis pas partie à Malte parce qu'il y a eu le Covid, donc tout a été annulé. Mais ça, moi, ça m'a permis quand même de retrouver un rythme, et voilà, c'est important, c'est un service qui est gratuit, faut pas hésiter à en profiter. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai que c'est trop bien que tu le rappelles comme ça, mais quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour ta vie professionnelle? Ou peut-être le pire même, hein. Non, je pense que le meilleur conseil, c'est de s'écouter. Et donc voilà, si tous les travails ne sont pas submergents, mais si à un moment on se sent submergé par le travail, de s'écouter, de prendre un peu de recul. Le travail, c'est pas la vie, donc voilà, faire d'autres choses, ne pas s'enfermer dans une bulle où le travail est plus représenté que les loisirs, la famille, les amis, etc. Donc, voilà. Garder du temps pour soi. C'est une petite question comme ça, mais comment est-ce que tu penses que l'anthropologie influence ton quotidien? Et est-ce que elle le fait? Oui. Comment j'ai l'impression que ça m'aide à prendre plus de recul sur des situations, à moins vite juger telle ou telle situation, telle ou telle personne, et à essayer de comprendre à chaque fois les causes qui vont amener telle personne à faire à être dans une certaine situation. Donc essayer de prendre du recul, de la distance, et analyser une situation dans son ensemble avec oui, c'est surtout ça. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite professionnellement parlant? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à avoir une chouette équipe, à avoir de chouettes projets, que tout soit chouette. Non, mais... ça, oui. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse, avec les jeunes LGTB, avoir des résultats ou montrer que nos actions ont des retombées positives pour les jeunes. Ça, c'est super important. Je suis pas très inspirée. Non, mais t'inquiète. Ouais, mais je sais pas si tu voudrais encore ajouter quelque chose, une anecdote ou quelque chose auquel j'ai pas pensé, à laquelle j'ai pas pensé ou quoi. Donc, je sais pas si les étudiants sont au courant ou pas, mais que pour les mémoires qui soient faits en Belgique ou à l'étranger, il y a des bourses qui existent aussi. Moi, j'étais partie à Cuba, à La Havane, et donc j'ai postulé pour avoir une bourse pour payer en partie le billet d'avion, pour payer tout le billet d'avion et un peu d'autres frais. Et donc c'est l'ARES, je pense, qui propose des bourses pour les étudiants, pour ne pas que l'aspect financier soit un frein au terrain. Ok, ouais. C'est vrai qu'en anthropo, c'est assez important parce que c'est vrai que parfois, tout dépend où tu pars, ce que tu fais, ça peut vite coûter assez cher. Donc, mais je mettrai le site dans les notes du podcast, du coup. Oui, je pense que c'est l'ARES. Donc c'est l'Institut de recherche pour l'enseignement supérieur. Académie de recherche pour l'enseignement supérieur, je pense. Et donc ça, c'est possible de postuler et d'avoir une bourse pour son mémoire. Ok, ouais, parfait. En tout cas, un grand merci pour cet échange. Et
Merci à toi pour l'initiative. Et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous avez des questions pour Lison concernant son parcours ou ses études, vous pouvez m'envoyer un mail ou un DM Insta et je lui transmettrai vos questions. Vous trouverez évidemment les liens pour me contacter dans les notes du podcast. Toutes les organisations, les sites internet, les aides, etc. dont nous avons parlé sont également dans les notes du podcast. N'hésitez pas à aller checker ça. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous pouvez partager ce podcast auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et si vous avez fait un master en anthropologie et que vous aimeriez partager vos expériences professionnelles, vous pouvez me contacter toujours par Insta ou mail et je me réjouirai de vous accueillir sur mon podcast. Au plaisir de vous lire et à très bientôt pour de nouvelles carrières anthropologiques.